Le 5 décembre 1952, un brouillard nauséabond jaune-gris a englouti Londres, coûtant la vie à 12 000 personnes. Ce n'était pas un simple brouillard. Il empestait les œufs pourris et s'étendait sur 48,28 km de large. Les bus se sont arrêtés, les avions ont été cloués au sol et les ambulances ont été piégées. Pendant 5 jours, la ville a disparu dans la puanteur et la boue, les rues glissantes de vases noirs. Ceux qui osaient s'aventurer dehors trébuchaient à l'aveuglette, se tachant le visage tandis que les oiseaux s'écrasaient contre les bâtiments. Avec une visibilité nulle, les voleurs sévissaient et même les spectacles en salle étaient annulés. La grande fumée a envoyé plus de 100 000 personnes à l'hôpital, laissant un sombre héritage de mort et de décomposition. Les causes de cette tragédie remontent à loin dans le passé. Quelque chose appelé « brouillard de poids » est devenu l'un des symboles de Londres au XIXe siècle. La nature n'était pas à blâmer pour ce brouillard. Il était provoqué par les gens qui brûlèrent du charbon pour chauffer leurs maisons et faire fonctionner les usines. En fait, l'air de Londres a commencé à devenir enfumé dès le XIIIe siècle lorsque les gens ont commencé à utiliser largement le charbon. La situation s'est aggravée à mesure que la ville s'agrandissait. Dès le XVIIe siècle, les gens se plaignaient déjà de l'air pollué. Le roi Jacques Ier a essayé de réduire la combustion du charbon avec de nouvelles lois, mais rien n'a vraiment changé. Avec l'apparition de plus d'usines pendant la révolution industrielle à la fin du XVIIIe siècle, le problème a pris des proportions démesurées. Le ciel était rempli de minuscules particules auxquelles l'eau s'accrochait pour former de lourds nuages sombres. Ce mélange de fumée et de brouillard est devenu si problématique que les gens l'ont appelé smog. En effet, ce mot a été inventé à Londres au début du XXe siècle. Le smog devenait parfois si épais qu'il pouvait durer toute une semaine, rendant les gens malades. Certains en mouraient même. Bien que le smog fût nocif, les gens ne voulaient pas arrêter d'utiliser le charbon parce que cela leur fournissait des emplois et chauffait leur maison. Donc le problème persistait. Au XXe siècle, les brouillards épais se produisaient enfin moins fréquemment car les usines commençaient à s'éloigner de la ville. Mais en ce jour de décembre 1952, un anticyclone est apparu au-dessus de Londres. Cela signifiait que l'air froid près du sol était emprisonné sous un air plus chaud en altitude, comme un couvercle retenant tout en dessous. À cause de cela, toute la fumée des usines, des voitures et des cheminées domestiques ne pouvait pas monter et s'éloigner comme d'habitude. Au lieu de cela, elle restait près du sol, se mélangeait à l'eau dans l'air et produisait un brouillard extrêmement épais et sale. De plus, les journées de décembre sont plus courtes et il faisait vraiment froid. Donc les gens devaient utiliser encore plus de charbon pour le chauffage et l'éclairage que d'habitude. Tout cela a conduit à un désastre. Il était évident que les particules de soufre provenant de la combustion du charbon rendaient le brouillard jaune et lui donnaient une odeur d'œuf pourri. Mais les scientifiques n'ont pas pu comprendre pourquoi et comment ces particules se transformaient en acide sulfurique. Des décennies plus tard, une équipe internationale de chercheurs a recréé ce brouillard inquiétant dans un laboratoire. Ils ont utilisé des échantillons d'air et des mesures atmosphériques du brouillard dans 2 grandes villes chinoises qui ont des niveaux élevés de dioxyde de soufre dans l'air, tout comme Londres pendant le grand brouillard. Ils ont découvert que l'air épais et sale, appelé brouillard de pollution, ne se forme pas de la même manière à Londres et en Chine. Dans le brouillard de Londres, la fumée provenant de la combustion du charbon libérait 2 gaz, le dioxyde de soufre et le dioxyde d'azote. Ces gaz se mêlaient aux gouttelettes d'eau du brouillard, ce qui les rendait inoffensifs au départ, car l'eau diluait les produits chimiques nocifs. Mais à mesure que l'eau s'évaporait et qu'il n'y avait plus rien pour diluer les 2 dioxydes, le brouillard devenait très acide et dangereux à respirer, endommageant ainsi les poumons des personnes. Dans la Chine d'aujourd'hui, les choses sont un peu différentes. Un 3e produit chimique, l'ammoniac, s'ajoute au mélange. L'ammoniac, qui provient des exploitations agricoles et des voitures, aide à équilibrer l'acidité du brouillard, le rendant ainsi moins nocif que le brouillard mortel de Londres. Cependant, les scientifiques ont constaté que réduire le dioxyde d'azote et l'ammoniac pourrait tout de même aider la Chine à réduire ses problèmes de qualité de l'air. Ils espèrent que leur découverte aidera à comprendre les brumes du passé londonien et donnera à la Chine des idées pour rendre son air plus propre. Cela pourrait également préserver la santé de millions de personnes à travers le monde qui vivent actuellement dans des villes à la mauvaise qualité de l'air. Après le terrible brouillard de 1952, tout le monde a compris à quel point le problème de l'air de Londres était sérieux. 4 ans plus tard, les autorités britanniques ont créé une loi appelée Clean Air Act pour empêcher qu'un tel événement ne se reproduise.
Cette loi interdit aux gens de brûler des combustibles fumigènes comme le charbon dans leur maison ou dans les chaudières d'usine dans certaines parties de la ville. Pour aider les gens à s'adapter, les autorités leur ont donné de l'argent afin qu'ils puissent passer à des options de chauffage plus propres, comme le fioul, le gaz naturel ou l'électricité. Il a fallu du temps pour que ces changements fassent une grande différence. Et malheureusement, un autre smog dangereux s'est produit en 1962. Mais la Clean Air Act a été une étape très importante pour la protection de l'environnement et de la santé des personnes. Près d'un siècle avant le Great Smoke, un autre événement nauséabond a eu lieu à Londres, le Great Stink. À cette époque, les gens n'avaient pas de salle de bain adéquate, ni de système d'égout, et tous les déchets des maisons et des usines étaient déversés directement dans la Tamise. Lorsque le temps est devenu extrêmement chaud en juillet et en août, le niveau de l'eau dans le fleuve a baissé, et des tas de déchets, parfois de 1,83 mètres, sont apparus sur les rives boueuses. L'odeur était si terrible que même la reine Victoria et le prince Albert ont dû annuler leur balade en bateau relaxante sur le fleuve. Les politiciens travaillant dans les tout nouveaux bâtiments du Parlement, situés juste à côté de la rivière, ne pouvaient pas non plus supporter l'odeur. L'air à l'intérieur était si terrible qu'ils devaient tenir des mouchoirs sur leur nez pour pouvoir respirer. Ils essayèrent même de tremper les rideaux dans le chlorure de chaux, espérant que cela aiderait à masquer l'horrible odeur. Beaucoup de Londoniens croyaient que le mauvais air, appelé miasme, causait des choses horribles comme le choléra, qui avait déjà coûté la vie à de nombreuses personnes. L'ingénieur Joseph Bazalgette a résolu le problème en construisant un nouveau système d'égout qui éloignerait tous les déchets de la ville. Son système d'égout était si bien conçu qu'il fonctionne encore aujourd'hui, même si Londres a grandi pour dépasser 8 millions d'habitants. De l'autre côté de l'Atlantique, aux États-Unis, il y eut également un jour où l'on ne pouvait pas voir sa main devant son visage, et il était impossible de respirer à l'extérieur. Mais les raisons de ce Black Sunday étaient très différentes de celles du Great Smoke de Londres. En 1931, il a presque complètement cessé de pleuvoir dans le sud des Grandes Plaines. Cette sécheresse a duré près de 10 ans. Sans pluie, les fermes se sont asséchées et le sol est devenu poussière. Des vents forts ont soufflé cette terre sèche dans l'air et ont créé d'énormes tempêtes de poussière. Ces tempêtes, appelées « tempêtes noires », rendaient la respiration et la vision difficiles. Les gens ont essayé de se protéger en mettant de la vaseline dans leurs narines, en portant des masques et en scellant leur maison. Mais la poussière a quand même rendu beaucoup d'entre eux malades. En 1934, les choses empirèrent encore. Ce fut l'année la plus sèche en plus de 1000 ans. Les températures dépassèrent les 100 degrés pendant des semaines et la terre devint encore plus aride. Le 14 avril 1935, après des mois de mauvais temps, le ciel sembla enfin dégagé et il y avait à peine du vent, ce qui était rare pour cette région. Les gens sortirent, espérant que le pire était enfin passé. Un ministre de l'Oklahoma a annoncé que quelques bonnes tempêtes de pluie rendraient la terre à nouveau fertile. Mais malheureusement, ce matin-là, un vent froid du Canada a rencontré de l'air chaud dans les Dakotas et a déclenché une énorme tempête de poussière. La tempête s'est étendue sur des centaines de kilomètres de large et des milliers de pieds de haut. Une journée ensoleillée est instantanément devenue complètement sombre. Les conducteurs ont dû se cacher dans leurs voitures et d'autres personnes se sont réfugiées dans des caves, trouvé refuge dans des granges, des casernes de pompiers, des abris anti-tornades et sous leur lit pour rester en sécurité. La tempête n'a pas cessé pendant des heures et a coûté la vie à au moins 20 personnes. De nombreuses personnes ne pouvaient pas arrêter de tousser et un homme est devenu aveugle. La tempête était si forte qu'elle a transporté 300 000 tonnes de terre à travers le pays et a même atteint la côte Est.